Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aventure humaine. Donc, on est encore aujourd'hui avec une nouvelle personne à découvrir qui s'appelle Eléa et qui est donc présidente de l'association Padawan. On va parler ensemble de tout ce qui est médiation animale aujourd'hui. Donc, toujours sur Aventure humaine, vous retrouvez des profils de personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font et qui viennent nous expliquer leur parcours, qui viennent aussi nous amener du contenu pédagogique sur leur cœur de métier et peut-être ouvrir des horizons sur peut-être un parcours que vous avez envie d'emprunter ou tout simplement des prises de conscience que vous pourriez faire sur notre relation à la nature, notre relation au vivant et aussi comment l'humain se positionne au cœur de tout ça. Donc, bonjour Eléa et merci d'être là aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à mon appel puisque je t'ai invité pour faire cette présentation. C'est vrai qu'on s'était rencontrés en stage de relations et de médiation nature. Et comme je savais que tu avais cette activité, je t'ai sollicité pour cette intervention. Donc, est-ce que je vais te laisser te présenter par toi-même? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui tu es, l'asso, ton parcours, tout ça? Oui, tout à fait. Merci d'abord d'avoir proposé cette intervention. C'est une première pour moi. Donc, voilà. Donc, je suis Eléa, je suis praticienne en relation d'aide médiatisée par l'animal et la nature, par l'art-thérapie, par la sonothérapie. À côté de ça, je suis praticienne en soins intuitifs et rebouteux et en communication intuitive avec le vivant. Et donc, je suis effectivement présidente et intervenante bénévole au sein de l'association Padawan. Donc, on est dans les Hautes-Pyrénées. Et donc l'association a pris cette forme, la forme actuelle il y a 5 ans. Donc, elle a une histoire. Hein, elle a été créée en 2008, mais ça a beaucoup bougé depuis. Donc là, vraiment, nos pratiques sont ancrées depuis 5 ans. Notre objectif principal, c'est l'éducation au respect du vivant. Vraiment, et pour moi, c'est urgent qu'on retravaille notre lien au vivant, quoi, parce que c'est un peu compliqué. On sait plus où on habite. Et donc, nos activités principales, donc, c'est effectivement la relation d'aide par des médiations, donc l'animal et la nature, et l'art-thérapie. Donc, la reconnexion sensorielle au vivant, donc ce qu'on partage un peu, Marion, puisqu'on a été formés au même endroit, mais effectivement, on l'a développé autrement. Moi, c'était par l'animal. J'essaye d'intégrer du végétal au sein de l'asso, mais c'est compliqué de faire cohabiter les boucs et les plantes. Voilà. Ouais, après, voilà, moi, le côté animal, c'est vrai que je suis dedans depuis toujours, donc c'est ce qui est simple pour moi, et le végétal, c'est plus du travail, de l'apprentissage, donc ça vient petit à petit. Donc voilà, donc la reconnexion sensorielle au vivant, à travers au vivant et au sauvage. Ça aussi, c'est important pour moi qu'on lâche un peu ce côté domestique de l'humain là qu'on a, et qu'on retrouve l'essentiel en fait. Voilà. Donc ça se travaille sous forme de week-end et de retraite. Pour l'instant, on propose que des week-ends, mais j'ai déjà un programme pour faire plutôt sur 3 jours et pourquoi pas plus. Et puis donc les accompagnements holistiques, donc en soins énergétiques rebouteux, les médiations et les leçons. Et puis après, on a tout un pan éducatif et ludo-éducatif. Voilà, on a sur plein de sujets, en fait, vraiment plein de sujets, tout ce qui touche au vivant, et puis on organise des rencontres, voilà. Bon. Je crois que tu travailles, donc j'ai vu que tu travailles avec les enfants, mais il me semble que tu accompagnes aussi des publics type personnes en situation de handicap. Oui, tout à fait. Ouais. Là, voilà, plus particulièrement avec la médiation animale, mais j'essaye, vu que j'ai passé, ça y est, mon diplôme en art-thérapie, j'aimerais vraiment l'intégrer. Je l'utilisais déjà, mais là, j'ai creusé un peu plus et l'intégrer aussi vraiment à ces accompagnements de façon plus systématique presque. Je trouve que ça, voilà, c'est tellement en lien et je l'utilise déjà tellement en séance, mais de faire quelque chose de plus officiel, on va dire. Voilà. Oui, d'accord. Dans une approche, du coup, holistique et assez singulière du fait de croiser donc, cette médiation animale, l'art-thérapie, qui sont des... Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas d'offres particulières qui croisent ces différents aspects. Qu'est-ce que pourra développer après sur la médiation animale, mais je trouvais ça intéressant d'amener cette dimension de l'art en
en même temps que aussi cette dimension de relation à l'animal. Qu'est-ce que les deux différentes choses pour toi amènent en fait sur un public comme celui-là, par exemple, ou même sur un public plus large? C'est l'aspect de création. Avec l'animal, on est vraiment dans la relation et là, c'est de la création et c'est presque un peu plus recentré sur soi. Et je l'utilisais déjà en fin de séance, donc moi, sur les accompagnements vraiment spécifiques médiation par l'animal, quand j'accompagne des enfants, c'est plus compliqué de le faire par des adultes. J'ai pas encore osé vraiment, mais les enfants tiennent un cahier de suivi, en fait, donc ils ont leur cahier où on marque au moins la date. Alors après, c'est en fonction de leur capacité cognitive et physique, hein, mais où on marque au moins la date et après, soit ils collent des trucs, soit ils viennent mettre des tampons, soit ils font des dessins, soit pour relater ce qui s'est passé en séance ou pas, ou ce qu'ils ont envie de mettre. Voilà. Et c'est vraiment leur truc. Ils font les fautes qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, ils prennent 12 pages, c'est pas mal. Et donc c'était déjà vraiment ancré. Après je l'utilise aussi. Mais voilà, c'est ce retour à soi et aux émotions, un petit peu d'introspection, et en même temps de création et d'ancrage dans le réel par une œuvre. Donc voilà, ce qui m'intéresse particulièrement en croisant. Et voilà, est-ce qu'on travaille avec l'animal, on est dans la relation, on est dans une espèce de bulle de lien. Ouais. Et ben, on peut peut-être développer justement sur toi. Donc, c'est très intéressant cet aspect créatif là, parce que c'est vrai on pourrait aussi faire une vidéo juste sur la thérapie par voilà, les arts, etc. Enfin, l'art-thérapie. C'est intéressant de croiser les approches, mais du coup, en allant plus en profondeur sur la médiation animale, quelle est, selon toi, enfin, en tout cas, on peut peut-être partir d'une définition à laquelle tu adhères et développer autour de ça. Tout à fait. Je voulais vous proposer la définition de l'association Résilienfance. Donc, c'est une définition qui a été posée, il me semble, en 2014. Je vous la lis parce que je ne la connais pas par cœur. Donc, la relation d'aide à visée, la médiation animale, c'est une relation d'aide à visée préventive ou thérapeutique dans laquelle un professionnel qualifié, concerné également par les humains et les animaux, introduit un animal d'accordage auprès d'un bénéficiaire. Cette relation, au moins triangulaire, vise la compréhension et la recherche des interactions accordées dans un cadre défini au sein d'un projet. La médiation animale est donc un domaine en soi, celui des interactions homme-animal au bénéfice des deux. Donc, ce qui m'intéresse particulièrement dans cette définition-là, parce qu'on peut en trouver plein, c'est déjà dans la définition du professionnel qualifié, il est concerné autant par les humains que par les animaux. Donc, concerné, pour moi, c'est qualifié. Parce que bien souvent, les personnes qui utilisent l'animal dans des accompagnements vont être vraiment orientées sur l'humain, donc issues du domaine médico-social, quoi. Et parfois, les compétences en animal peuvent laisser à désirer. Voilà. Donc, ce qui me semble un peu péché. Et puis ensuite, donc tout à la fin, là, la médiation animale est donc un domaine en soi, celui des interactions homme-animal au bénéfice des deux. Moi, c'est vraiment l'essence de mon travail. Donc l'association, physiquement, c'est une ferme refuge. Donc on travaille avec des animaux issus à 80% de sauvetage. Donc j'ai des animaux un peu tordus, physiquement et surtout un peu psychologiquement, certaines fois. Et pour moi, c'est justement cette richesse-là de qu'est-ce qui va pouvoir faire miroir chez l'humain ou chez le chien et de pouvoir faire évoluer les deux au sein de mes séances. Alors bien sûr, d'autant plus avec un cadre sécuritaire autour de fou parce que tout le monde est tordu. Mais donc quand on a des enfants en situation de handicap physique important qui ne peuvent pas réagir, on va adapter l'animal qu'on met en face. Mais pour moi, c'est absolument essentiel que l'animal y trouve son compte. Voilà. Et c'est vraiment pas ce qui se fait. Alors, ça avance, mais dans la mesure où la médiation par l'animal n'est pas du tout encadrée, n'importe qui demain peut se dire, peut se présenter comme praticien en médiation animale. Il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin d'aucune qualification. Après, au niveau des assurances, c'est pas la même, mais en tout cas, voilà. Donc, oui, parce que pour rebondir là-dessus, déjà c'est très intéressant ce que tu nous partages là, cette relation de réciprocité en fait. Et donc le bénéfice, c'est vraiment la définition de la réciprocité, c'est-à-dire que ça bénéficie à tous les acteurs. Ouais.
Et autrement, parce qu'il y a l'intervenant et il faut aussi qu'on y trouve notre compte, il me semble. Bien sûr, ouais. Carrément. Et qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à ça, c'est que donc toi, ça fait plusieurs années que tu évolues dans ce milieu. À la base, quel a été ton parcours de formation? S'il y a des personnes à qui cette vision de la médiation animale parle, qu'elles puissent savoir aussi qu'est-ce qui est disponible pour éventuellement se former, approfondir le sujet. Alors maintenant, il y a une offre très très large. Bon, après, il faut creuser parce que justement, n'importe quelle petite association de médiation animale peut proposer des formations, donc à voir aussi selon ce qui se cache derrière. Néanmoins, moi, mon parcours, en fait, c'est tout un parcours de vie qui m'a mené à ça. J'ai commencé par faire de la géo, enfin, ça a été toujours centré sur le vivant. Hein. J'ai commencé par faire de la géographie, et puis je me suis formée dans le cheval, et puis je suis arrivée ici dans les Pyrénées pour une formation de gestion et aménagement de l'environnement naturel et montagnard. Et puis je suis arrivée ici. Donc ici dans les Pyrénées, c'est chaud de trouver du boulot, bizarrement, surtout dans l'environnement, en n'ayant pas tant de qualifications, parce que mon parcours n'était pas hyper qualifiant. Et du coup, j'ai fait des petits boulots et beaucoup dans l'accompagnement. Donc, j'ai été dans l'accompagnement des gens, auxiliaire scolaire, je ne sais plus comment c'est là, d'accompagner les enfants en situation de handicap dans le milieu scolaire, animatrice, etc. Donc, j'ai passé un BAFA, enfant en situation de handicap. J'ai passé un certificat de qualification handisport en équitation. Donc, c'est vrai que petit à petit, ça s'est tourné vers le handicap. Je ne sais plus exactement après ce que j'ai fait, mais enfin voilà. Et au final, je me suis retrouvée. Et puis les animaux sont arrivés, en fait, sur le lieu, beaucoup tout seuls. Et donc on s'est retrouvés dans une situation où complètement nulle, où les animaux, je ne faisais plus que leur donner vite à manger, et puis j'allais vite travailler pour gagner 600 balles, et puis je revenais vite leur donner. Et donc c'était complètement aberrant. Je perdais mon temps et mon argent en essence, en trucs, en machin, c'était pas du tout une situation confortable. Et donc voilà, on s'est mis autour d'une table, toutes les bestioles et moi là, et on s'est dit bon, on fait un truc qui a du sens quoi. Et voilà, et donc on a monté, donc j'ai monté ce projet, et pour valider vraiment, je suis allée passer un diplôme universitaire à Clermont-Ferrand, donc à la fac de médecine, qui s'appelle DURAMA, donc diplôme universitaire de relations d'aide par la médiation animale. Cependant, ce diplôme-là valide une pratique. Voilà, donc et puis même, je ne le conseillerais pas forcément. Je ne le conseillerais pas forcément, sauf à des gens déjà installés en médiation animale et qui ont besoin de faire valider une pratique par un diplôme. Pourquoi pas, c'est 1 an avec 4 sessions sur Clermont-Ferrand. Donc, c'est quand même, bon, après, il y a du travail derrière, mais par contre, ce n'est pas du tout formateur. Voilà, ça vient valider une pratique. Peut-être que c'est plus intéressant si tu veux t'adresser à des structures particulières, je sais pas moi, hospitalières, etc. Pour moi, c'est absolument. Moi, j'ai besoin d'avoir. D'autant plus que notre situation est très floue dans ce domaine-là. Pour moi, le cadre est absolument essentiel. Et du coup, j'ai besoin de valider absolument quoi. Oui, parce qu'il y a une offre qui est très diversifiée et donc de fait, tu peux avoir des personnes qui ne sont pas du tout formées. Et par contre, pour vraiment une formation, alors il y a au moins une association qui propose des formations. Alors là, évidemment, je ne vais pas l'avoir en tête. Alors, des biens, il y a le Zoothérapie de l'Est. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, cette école de formation. Et puis l'AZDF, l'association. Éventuellement, je ne sais pas, peut-être tu mettras des. On pourra mettre des liens sous la vidéo. je retrouverai les noms. Là, je n'ai plus en tête. Mais voilà, il y a quelques formations qui sont même reconnues, qui peuvent être financées par Pôle emploi. Ah, super. Ouais, voilà, et qui sont vraiment des accompagnements complets dans le milieu, quoi. Oui, c'est bien de le rappeler, je pense, parce que ça peut être un domaine qui serait intéressant de développer. En tout cas, c'est pas une approche que moi je rencontre beaucoup, même en faisant partie du milieu du bien-être, etc. Et en ayant un certain réseau autour de ça. J'ai pas dans mes connaissances beaucoup de personnes qui travaillent en zoothérapie, etc. Or, ça me paraît assez essentiel, effectivement, pour repenser notre relation, notamment aux animaux. Alors, c'est à tout le vivant, hein, bien sûr, mais l'accès animal est peut-être celui que j'ai l'impression, moi, est le moins développé. Après, c'est peut-être de par mon point de vue. Oui, oui, parce que moi, c'est plus l'inverse, du coup. donc,
que c'est juste parce qu'on est un peu focus sur notre milieu. Mais... C'est ça, ouais, c'est possible aussi. Mais en tout cas, je pense que toutes les démarches qui vont et qui sont sérieuses dans le sens où voilà, on a affaire à des personnes qui sont vraiment formées, qui ont une forme d'éthique, qui défendent des valeurs et qui sont dans le respect. À partir de là, c'est intéressant de pouvoir déployer aussi toutes ces activités-là, voilà, qu'elles prennent aussi leur place, comme d'être un métier tout à fait habituel, quoi. Ouais. Après, tu parlais d'éthique. Bon, la formation fait pas tout, hein, dans l'éthique auprès des animaux, enfin des animaux et des bénéficiaires, remarque. Mais moi, c'est vrai que c'est vraiment, enfin, les pratiques habituelles de la médiation animale me font quand même encore un peu hurler, quoi. Où l'image qu'on a de la personne qui pratique la médiation animale, c'est les filles, c'est souvent des filles, qui viennent avec leur caisse de cochons d'Inde dans les hôpitaux ou dans les maisons de retraite et qui étalent tout le monde, et des fois même des chiens étalés sur les tables, et que tout le monde va papouiller les bestioles et les brosser, les trucs. Et voilà, bon, moi, pour moi, on travaille d'ailleurs avec un collectif de collègues là pour proposer notre propre charte. Donc pour l'instant, on se fait tous. Voilà. Parce qu'on ne veut pas être associé à ça, quoi. Et c'est aussi pour permettre d'interroger après les praticiens sur mais qu'est-ce que vous faites, voilà. Oui, quelle est la place du coup, la question de l'éthique vis-à-vis de l'animal et le respect. C'est assez étrange pour moi en fait d'envisager la médiation au vivant sans avoir le respect du vivant en même temps, quoi. C'est un petit peu. Voilà. Bon, après, c'est intéressant comme sujet de discussion. Du coup, peut-être tu peux nous en dire plus sur toi, ta façon d'aborder la médiation. Comment est-ce que tes principes et tes valeurs, donc cette éthique-là, elle se transpose dans ta façon de pratiquer, etc. Tout à fait. Alors bon, déjà, ça dépend beaucoup du public, puisque je ne vais pas pratiquer du tout de la même façon avec donc les enfants d'IEM que j'accueille, donc un institut d'éducation motrice, un truc comme ça. Donc c'est des enfants en grande situation de handicap, en fauteuil, qui souvent ne marchent pas, ne parlent pas. Comme ce matin, ma séance avec un adolescent en rupture, quoi. Voilà, ce que je vais proposer, c'est évidemment pas du tout la même chose. Donc j'adapte. Par contre, ce que j'adapte, déjà, donc j'ai la chance d'être dans une ferme. On a 50 vies animales à la maison. Oui, quand même. Oui, quand même. Et du coup, j'ai un large panel et je peux adapter au jour le jour en fonction de qui est OK, qui va bien, qui me semble avoir envie d'eux, en préparation. Et après, en séance, j'essaye de travailler au maximum avec des animaux en liberté. Donc, encore une fois, avec un cadre de sécurité très, très sécure. Mais les animaux sont en liberté, et notamment avec les bénéficiaires qui parlent pas ou qui ont une réponse différente des personnes ordinaires, où je vais avoir peut-être du mal à lire leur bien-être ou leur mal-être, en fait. Et du coup, de laisser l'animal et le bénéficiaire s'accorder entre eux, parce que les animaux sont tellement plus fins que nous. Et puis moi, j'ai aussi autre chose à gérer. J'ai 3 gamins à gérer, plus 3 accompagnants, plus le cadre, plus la sécurité, plus le machin. Donc, ils se démerdent. Et moi, je suis là juste pour orienter, pour sécuriser, pour dire « Ah, là, il s'est passé un truc de fou. » Voilà. Dans la mesure du possible, je travaille comme ça. C'est pas toujours possible, et puis c'est pas toujours souhaitable, mais par contre, j'ai vraiment une attention, je connais mes animaux à fond, et j'ai une attention sur leurs propres signes. Si je sais pas lire le bénéficiaire, s'il peut pas m'exprimer, en tout cas, je peux lire mon animal, et puis c'est aussi pour ça que je me suis formée en communication intuitive, pour aller voir encore plus ce qui se passe dans l'invisible et être Alors, quand on a le cadre à tenir, on n'est pas toujours dispo pour ce biais-là, mais en tout cas, pour affiner un peu les perceptions, quoi. Voilà. Oui, parce que finalement, tout ce qui a lieu entre l'animal et l'humain, au-delà des gestes qu'il peut y avoir et des mots qui sont prononcés, c'est effectivement toute la communication subtile, finalement, de l'émotionnel, etc. Tout à fait. Alors, tous les animaux ne sont pas OK avec ça, mais je pense j'ai un âne qui est l'âne pour lequel j'ai créé ce truc-là, en fait. qui travaille essentiellement avec les enfants donc, de cette IME, et qui c'est un truc de fou. Et je ne sais pas exactement ce qui se passe, et puis je ne vais pas voir dans leurs affaires, mais il peut passer 10 minutes, un quart d'heure, la tête
face à face avec un bénéficiaire et le gamin, il est aux anges. Enfin, il se passe des trucs de fou. Voilà. Et bon, après, c'est leur jardin secret, on n'intervient pas trop. Mais vraiment, lui, c'est son rayon d'action. Les enfants ordinaires, ça le saoule, quoi. Les gamins qui crient, qui courent, qui hurlent, vraiment, ça le saoule. Donc voilà, j'essaye aussi d'adapter vraiment, c'est dans ça aussi, d'adapter mes séances et le choix de l'animal en fonction de ce que je vois qui leur plaît, quoi, qui leur convient, qui leur permet d'évoluer aussi. Voilà. Oui, est-ce que tu observes, donc là, c'est intéressant cette relation entre l'âne et donc un certain type de profil d'enfant. Est-ce que tu repères la même chose avec d'autres animaux que tu as sur ton exploitation? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas au sein de l'association. Est-ce que je repère ça? Bon, alors là, il n'y a pas forcément à ce point-là. Titane, vraiment, c'est tellement flagrant. Si après j'ai un petit chien, je peux vous raconter l'histoire de Paiko qui est un petit chien. Donc j'avais 2 gros chiens, et notamment une chienne berger australienne, je ne sais pas trop parce que c'est des chiens que j'ai trouvés, donc type berger australien, donc qui est un berger. Donc cette chienne, elle veut faire tout ce que je fais. Donc on revient sur le cadre, n'étant pas qualifiée chien, j'ai mis énormément de temps à la faire intervenir en séance parce que je suis pas éducatrice canin et que je me voyais pas trop faire intervenir cette chienne, et c'est elle qui m'a forcée. Voilà, c'est elle qui m'a obligée. Elle me voyait tous les jeudis préparer la séance pour les enfants. Et un jour, elle s'est plantée devant le portail et elle m'a dit non, je ne rentrerai pas, c'est hors de question. Bon, donc j'ai adapté. Puis ils arrivaient, donc je ne pouvais rien faire. Et donc j'ai gardé la chienne un peu à l'écart avec nous. Elle nous a suivis sur toute la séance. Et puis petit à petit, sur la demande alors pas vraiment des enfants, mais en tout cas des accompagnants, elle est intégrée petit à petit ces séances, mais elle le faisait pour moi. Elle le faisait vraiment pour être avec moi, pour partager ce moment-là avec moi. Et ça se voit parce que elle interagit avec moi et pas avec les enfants. Donc, une espèce de désordre gestuel qui peut en plus être un peu dangereux quand on a des enfants qui ne peuvent pas réagir. Donc j'ai essayé de gérer comme je pouvais, et en même temps c'était compliqué pour tout le monde, pour elle aussi. Donc je me suis questionnée sur peut-être intégrer un nouveau chien. Donc j'ai une autre chienne, mais qui pour le coup elle a des traumatismes dus à l'humain qui font qu'elle peut intervenir vraiment que dans certains cadres, et surtout pas avec des enfants qui ne peuvent pas réagir et qui ont un comportement qui pourrait la faire stresser. Donc d'intégrer un autre chien, peut-être plutôt petit, qui pourrait monter sur les fauteuils, voilà. Et donc on a accueilli Paiko, donc il y a un petit chien Spitz. Donc les Spitz, c'est des trucs qui ressemblent à des renards avec plein de poils là. C'est petit, ça doit, je sais pas, il fait 4 kilos le truc. Et bon, en même temps, voilà, d'intégrer un nouveau chien, c'est la loterie. Ça lui plaît pas. Donc Paiko est arrivé, et bon, on a de la chance, il est au taquet. Donc, passé la première séance où il ne savait pas trop ce qu'on lui voulait, dès la deuxième séance, il avait déjà tout compris. Il a compris ce qu'on attendait de lui. Il a su prendre sa place. Il montait tout seul sur les fauteuils alors qu'il est tout petit, là. Et il kiffe, quoi. Alors, il kiffe. Alors, c'est très rigolo parce que, par contre, il kiffe certains enfants. Et qui repère assez finement, tout de suite. Voilà, il y a des enfants qui ça va trop exciter, et où il montrera des signes d'inconfort assez vite, en fait. Enfin, assez vite, et même tout de suite, il refusera de monter sur les fauteuils ou quoi. Alors que d'autres enfants qu'il ne connaît pas, il sera OK tout de suite. Voilà, c'est très, très subtil. Et c'est cette subtilité-là que nous, on rame un peu, quoi, derrière les humains. Donc, c'est pour ça que vraiment, je leur fais confiance le plus possible, en fait. Oui, et puis de toute façon, c'est aussi instinctif. Voilà, c'est toute leur sensibilité qu'eux utilisent en permanence, sur laquelle nous, on a potentiellement le même, mais c'est vrai que ça va se développer, voilà. Donc, je trouve ça très intéressant, et le fait qu'il y ait ce choix de l'animal, donc certainement du fait des résonances qu'il y a entre la personne et l'animal, et c'est intéressant de voir que vraiment, enfin, quand tu le partages, je trouve qu'on sent bien cette potentialité, en fait, d'amener une forme de guérison au chien qui choisit la personne vers qui il a envie d'aller. Parce qu'intuitivement, il doit se dire, cette personne, elle peut m'amener quelque chose, en même temps, moi, je peux lui aussi lui amener quelque chose. Ouais, je pense. En tout cas, ceux qui peuvent. Mon autre chienne, donc, que je fais intervenir vraiment avec parcimonie et vraiment dans des cadres très, très stricts, elle est tellement dépassée par ses émotions et son truc que là, dans son cas, alors,
c'est pas vrai, elle peut donner, hein. Elle donne énormément de douceur quand elle n'est pas en mode dragon, mais voilà, elle est beaucoup plus limitée dans ce qu'elle peut donner, quoi. Dans ce qu'elle est capable. Alors, elle pourrait donner énormément, mais il faut qu'en face, ce soit accordé de l'autre côté. Oui, il faut vraiment un cadre particulier aussi, quoi. Ouais, et que ça résonne à 100%. On ne peut pas se permettre avec elle d'être à côté, quoi. Non, et après, oui, je pourrais parler des poules. J'y pensais parce que Oui. Voilà, on parle que des chiens normaux, des animaux normaux, les chevaux, les chiens. Oui, c'est vrai, les poules, j'ai jamais entendu parler. Des canards, et donc les poules sont en liberté sur l'association, et donc elles interviennent ou pas. Et c'est rigolo. Alors, on a certaines, voilà, donc les poules aussi font partie du truc. Et c'est très intéressant. Et ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est de les laisser en liberté, de voir à quel moment ils viennent, pourquoi. Et ça dit beaucoup de choses aussi sur la séance, en fait, et sur l'état des enfants. Ouais, je pense beaucoup aux enfants là qui viennent le jeudi de l'IEM, mais parce que c'est un groupe, parce que ça fait longtemps qu'ils viennent, et parce que c'est vraiment un petit cocon, en fait. C'est vrai que les enfants qui sont marcheurs, etc., on a des projets plus définis, avec un animal en particulier, et puis avec un objectif à la fin, etc. Là, les enfants, c'est vraiment pour du bien-être, et quand même de venir travailler des interactions, etc. Mais voilà, c'est beaucoup plus large, et on est vraiment sur juste déjà du lien. En fait, ces enfants-là, c'est rien que oh là là, mais aujourd'hui, il a réussi à regarder le chien 3 secondes dans les yeux, quoi. Waouh, c'était le truc de fou. Oui. Donc on est sur des objectifs qui nous semblent à nous beaucoup plus ténus, mais qui pour eux sont énormes. Énorme, c'est ça, ouais. Parce qu'en termes de résultats que tu peux observer régulièrement sur les différents types de publics, donc là j'ai l'impression qu'il y a une question de pouvoir être focus, ou en tout cas attentif, pour des personnes pour qui peut-être habituellement c'est compliqué. Qu'est-ce que tu observes en fait des fruits de cette interaction? Oui, alors il y a tout ce qu'on peut lire sur Internet, hein, et puis de ce qui apporte. Alors moi, vraiment, de ce qui m'intéresse dans la médiation animale, et parce que mon public, si vraiment je m'écoutais, ce serait essentiellement les adolescents en difficulté. Ça amène un cadre. Et puis notamment avec eux, je vais travailler avec les chevaux ou avec les chiens. Et donc ça amène, il y a que déjà le cadre de la sécurité, et on ne peut pas transiger. Donc c'est ça que je trouve très intéressant, parce que de toute façon, c'est là, et il n'y a même pas besoin de travailler. Mais après, voilà, c'est énormément de confiance, de bien-être, en fait. La base de la médiation animale, c'est d'apporter du bien-être. Mais ensuite, ça vient travailler énormément sur la confiance en soi, la confiance en l'autre, l'estime de soi, l'ouverture au monde, et puis à l'autre, en fait, en passant par cet intermédiaire animal. Et l'entrée en relation, en communication. On a des gens, alors je ne travaille pas encore, j'aimerais beaucoup travailler aussi avec un public de personnes âgées. Mais on a dans les unités Alzheimer, par exemple, des gens qui ne parlent plus du tout et qui vont en séance émettre au moins le nom de l'animal, quoi. Voilà. Donc, c'est que ça, moi, je ne l'ai pas expérimenté, mais c'est des résultats qui sont observables ailleurs. Les notions de responsabilité, puisqu'on a aussi tout ce qui est autour du soin de l'animal, etc., et du respect. Du respect, ça, c'est aussi une des bases des séances. Donc ça fait partie des séances, en fait, d'amener aussi les personnes à aller vers le soin de l'animal. Tu proposes aussi ça, je sais pas, brosser un cheval. Voilà, ça peut. Ce matin, par exemple, c'est ce qu'on a fait parce qu'il pleuvait et qu'on pouvait difficilement faire autre chose. Mais oui, ça peut. Et puis ça peut être l'objectif selon certains publics. Je sais que j'avais envie au tout début, quand j'ai commencé, je souhaitais justement. Mon rêve, ce serait d'intervenir en prison. Et donc là, on peut avoir, voilà, des soucis d'hygiène au niveau des prisonniers, enfin, en tout cas de ce que j'avais pu lire. Et que la médiation animale était intéressant à ce niveau-là, de remettre un cadre dans la vie des gens, en fait. Donc de reprendre soin, en prenant soin de revoir que nous aussi, on a besoin de prendre soin de nous, en fait. Donc voilà, c'était miroir. Alors, voilà, pour l'instant, ça, c'est pas quelque chose que je pratique pas, cet effet miroir de l'action, en fait. Je suis plus en miroir d'individu à individu. J'ai du mal, voilà. Je crois que j'ai une mouche. Ouais, on vient de voir passer une mouche. Et puis il y avait quelque chose aussi d'important, c'était le respect de ses propres limites. Moi, voilà, avec les enfants qui peuvent exprimer, vraiment, c'est
déjà, j'ai besoin, et c'est un de mes objectifs, c'est qu'eux puissent exprimer ce qu'ils ont envie de faire, puisqu'on a des tas d'animaux, donc on peut faire plein de trucs. Qu'est-ce qu'eux ont envie de faire, et puis qu'est-ce qu'eux, surtout, ne se sentent pas de faire. Et déjà, de leur permettre d'exprimer ces limites, de comprendre qu'ils ont ces limites et de les exprimer. Et en général, du coup, ils peuvent le faire. Voilà. Donc, ça, c'est très intéressant aussi d'observer que tous les blocages qu'on crée, en fait, dans notre société, il faut pas dire, il faut se dépasser, il faut machin, mais en fait, du coup, ça bloque tout le monde. Alors qu'à partir du moment où on peut exprimer, ah bah non, moi, un cheval, ça me fait peur, pardon, des petites mouches, un cheval, ça me fait peur, je vais pas avoir envie d'y aller, et ça, et du coup, les gamins, ils y vont, en fait. Parce que ça a été OK, parce qu'il y aura une attention, ils savent que l'attention sera portée sur leur phobie, leur angoisse, leur truc. Et déjà, ils se sentent pris en compte, etc. Mais après, ça dépend je pense que ça dépend du praticien. Oui. Parce que j'ai rencontré des éducateurs qui pratiquaient la médiation animale à coups de pied au cul, quoi. Voilà. Oui, ce qui n'est pas du tout ma façon de faire. Oui, c'est ça. Bon, après, mais effectivement, c'est intéressant. Donc, en fait, finalement, je trouve qu'il y a, en fait, dans ta pratique, en tout cas, il y a plusieurs axes de soins, parce qu'il y a cette question du cadre, il y a certainement aussi une forme de relation à l'autonomie, parce que tu leur fais pratiquer des choses, donc développement de potentiel, donc, au sein de ce cadre, comment je peux évoluer ou pas, affirmation, donc est-ce que je peux dire non, je peux pas dire non, expression, relation à soi, qu'est-ce que j'ai envie de dire, comment je formule. Donc déjà, rien qu'avec ce que tu viens de nous partager là, on travaille vraiment différents axes de l'humain qui sont fondamentaux. Ouais. Et donc, ça serait intéressant de voir, là, on parle plutôt de l'humain, mais au niveau de l'animal, qu'est-ce que tu as pu observer chez tes animaux aussi de résultats, en fait, d'évolution au fil de leur activité avec les humains? Oui, je peux prendre l'exemple de ma chienne Basta, justement, qui n'intervenait que très peu, ou justement pour montrer les limites du petit chien mignon auprès des enfants, essentiellement, quand on faisait un peu pas de l'éducation canine, mais de la sensibilisation aux chiens. Et donc, j'ai accueilli, c'était il y a 2 ans, en fait, on m'a demandé un accompagnement pour une jeune fille qui était phobique sociale et scolaire, donc en décrochage scolaire depuis 2 ans. Et tout de suite, ça m'a parlé, et voilà, je me suis dit, mais il faut que ces deux, elles se rencontrent, en fait. Donc pendant 1 an, cette jeune fille, elle a été accompagnée de ma chienne Basta. Et ça a été fantastique. Et ça a été fantastique dans l'évolution de Basta. Alors, est-ce que vraiment je peux le situer là? Mais en tout cas, Basta accepte beaucoup mieux l'humain. Et effectivement, oui, depuis. Oui, ce serait sans doute lié ou pas. Il y a peut-être d'autres choses, mais ça va peut-être débloquer des trucs. Et puis déjà, elle était utile. Enfin, ne serait-ce que ça, en fait. Parce que elle voyait bien ce qui se passait, que les autres participaient, qu'elle était toujours mise à l'écart. Et en même temps, je pouvais vraiment, voilà, pour des questions de sécurité, c'était hors de question qu'on fasse autrement. Mais je voyais bien que c'était compliqué pour elle, et de plus en plus. Et d'être intervenue pendant 1 an auprès de cette jeune fille, Basta, elle a trouvé sa place au sein de l'asso, elle a trouvé une raison d'être, elle a trouvé quelqu'un à accompagner, voilà. Donc elle aussi, en matière d'estime de soi, c'était vachement mieux. Et je ressens beaucoup moins, après cette année-là, je ressens quand même beaucoup moins de demandes de sa part d'intervention. Elle se met à l'écart, alors qu'avant, elle était toujours en demande d'être là aussi. Et voilà, elle aussi, elle a pu trouver sa place, par exemple. Après, oui, c'est intéressant. Oui, ça marche dans les 2 sens. Enfin, quand on veut bien et qu'on laisse la place, ça marche dans les 2 sens. Et dans les 3 sens, parce que, donc je le disais tout à l'heure, moi je suis là aussi. Et effectivement, c'est ce que ça génère, c'est nourrissant, quoi. C'est un petit peu l'idée quand tu fais un métier passion, c'est aussi que tu... Bon, après, c'est intéressant à aborder comme sujet, parce que de la même manière, en termes d'éthique, on peut rencontrer beaucoup d'accompagnants qui... Alors, c'est pas du tout une critique ou un jugement, mais ça peut arriver qu'on se positionne, notamment au début, quand on commence, en sachant, mais pas en se croyant forcément supérieur, mais il peut y avoir pas mal de peurs qui génèrent des problématiques au niveau de la posture. Or, forcément, quand on est accompagnant, on est aussi là pour être impliqué. Donc, la posture de médiation, quand tu cadres, etc.,
y a aussi différents types de postures et c'est très intéressant de s'intéresser à ça justement et d'apprendre à le maîtriser. Mais c'est vrai que fatalement, on est tous amenés, si on est vraiment impliqué dans ce qu'on fait, à se remettre en question, à être traversé par un certain nombre d'émotions, de compréhension. Et je pense que c'est important de rappeler que voilà, dans ces interactions-là, tout le monde est impliqué, quoi. Le problème, ce serait de ne pas l'être ou de croire qu'on ne l'est pas. Ouais, c'est ça. Enfin, ouais. Là, en médiation animale, là, pour le coup, j'ai un peu du mal à voir comment on peut pas l'être, mais après, c'est ouais, ce rôle de sage. Je sais, pour le coup, je vois bien sur pas mal de thérapeutes ce que ça peut générer de ce modèle du sachant et je vous soigne. Et puis il y a ça aussi, il y a le truc de moi je vous soigne, quoi. Alors là, c'est pas du tout. Enfin, moi, c'est vrai que c'est tellement pas le truc, c'est on soigne tous et puis voilà. Oui, ce que je voulais dire, c'est que tu pourrais te mettre enfin, c'est une façon de se mettre un petit peu à l'extérieur des choses, qui est aussi une façon un petit peu de se protéger, tu vois, plutôt que Oui, c'est ça. d'être conscient que, oui, ça a un impact, en fait. C'est pas juste moi, j'arrive et je propose un cadre avec donc les animaux et les personnes et je permets que les choses arrivent. Il y a certainement ça, mais de toute façon, on est forcément impacté par ce qu'on vit. Ce que je voulais dire, c'est que c'est important de rappeler pour les personnes qui regardent et qui peut-être sont intéressées par ce domaine d'activité, d'être au clair que ça va certainement les brasser aussi. Oui, d'accord. Oui, ça, c'est clair. Ah bah, ouais, oui, mais clairement. Et puis là, on est avec, voilà, avec du vivant partout, quoi. Et je voulais revenir sur cette histoire de cadre. C'est un peu mon dada aussi, hein, parce que justement, pour pouvoir laisser évoluer tout le monde en sécurité, j'ai besoin d'un cadre hyper solide et en même temps forcément hyper souple, puisque justement, on est avec du vivant et que, d'ailleurs, j'ai commencé en préparant mes séances, machin. Bon, maintenant, je ne prépare plus. Parce que ça se fait au feeling. Je prépare 5 minutes avant. Alors, je prépare le matériel, etc. Mais je veux dire, dans vraiment les activités, c'est impossible, en fait, parce qu'il va se passer des trucs. Donc, je prépare les grandes lignes, mais une séance, ça se vit, en fait. Et puis, c'est justement, ça va permettre. Mais par contre, voilà, le cadre est solide autour pour permettre de le lâcher et de pouvoir se concentrer sur ah là là, il s'est passé un truc là, on va continuer dans ce sens-là, ou au contraire, non, là, je pensais faire ça et finalement, ça marche pas parce que l'âne, il s'en fout. Aujourd'hui, ça l'intéresse pas et le gamin non plus. Voilà, ou bien il y a des douleurs chez l'un ou chez l'autre, ou bien il fait pourri alors que j'avais prévu d'aller promener avec les ânes. C'est ce qui m'est arrivé ce matin. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, mais il y a voilà, trouver l'équilibre du cadre très solide et en même temps complètement souple, quoi. Ouais, de toute façon, c'est un peu le principe du vivant, d'être en adaptation permanente. Donc, c'est ça. Donc, ça correspond parfaitement. Après ça, c'est vraiment c'est intéressant aussi de le nommer parce que ça fait partie de tous les métiers de l'accompagnement et certainement d'autres métiers aussi, bien-être, etc. Le cadre, c'est toujours ce qui nous permet d'évoluer en sécurité à l'intérieur, quoi. Et après, on jauge en termes de limites, ce qu'on souhaite dépasser, ce qu'on ne dépasse pas, où on peut aller, etc. C'est aussi le processus pour grandir, en fait. Donc, c'est important, je trouve, de pouvoir en faire l'expérience au travers des accompagnements, que ce soit de façon subtile ou carrément en le nommant et en permettant aux gens de l'expérimenter et peut-être aussi parfois de participer à ce cadre-là, qui est une autre forme aussi d'accompagnement où on laisse intervenir dans la gestion du cadre les participants, au lieu d'être sur un truc très rigide et un petit peu imposé, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Et nous, je pense qu'on en parlait avant, là, chez nous, rien n'est imposé. Et c'est vrai que c'est aussi un peu différent de certaines autres pratiques. Moi, je ne fais que des propositions, et à l'un et à l'autre, d'ailleurs, que ce soit l'animal ou... Enfin, quoique l'animal, je peux imposer un peu plus parfois, parce que quand même... Oui. J'écoute, mais des fois, quand même, il faut y aller. Et voilà, et justement, pour pouvoir... laisser les personnes trouver leurs limites ou leurs envies aussi. Et pouvoir proposer autre chose. Moi, c'est ce que j'adore, c'est quand les gamins, ils en arrivent à « Ah bah non, aujourd'hui, moi, j'avais envie de faire ça. » Ah mais oui, mais faisons ça. Et qu'ils puissent se projeter, en fait. Puisque souvent, quand ils viennent ici, c'est des problèmes, c'est beaucoup des problèmes d'estime de soi, de confiance en l'autre, etc., ou d'enfants très fermés. Et donc, voilà, une fois qu'ils arrivent à se projeter, mais c'est bon, c'est gagné, quoi. Oui, à partir du moment où ils choisissent d'être acteurs, tu sais que tu as fait un pas en avant, quoi. C'est ça.
Et c'est ça qui m'intéresse. Moi, je prépare toute seule mes trucs, c'est chiant. C'est Oui. que ce soit c'est de les amener à une co-création. Et puis, en fait, c'est surtout de les amener à une action, en fait, et à se rendre compte qu'ils peuvent, qu'ils sont capables et que c'est OK, quoi. Et je parle des enfants parce que c'est ce que j'accompagne le plus des enfants, mais là, je commence à travailler avec des adultes et c'est le cas aussi. Souvent, les adultes, c'est des grands enfants hein, aussi, donc. Mais bon, c'est plus compliqué. On rigole. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves différent en fait dans le public enfant et adulte, en tout cas toi, ta pratique? Alors, les adultes, là, j'accompagne une personne adulte, en tout cas vraiment en séance d'accompagnement, hein, parce qu'après, on a tout le côté qui est aussi de l'accompagnement, mais ça se dit pas, secret. Mais qu'est-ce que c'est dans le... Comment ça va être? Il faut qu'il y ait un côté sérieux. Voilà. Il faut qu'il y ait un côté sérieux, il faut qu'il y ait absolument un objectif, ce qui est le cas aussi pour moi dans mes séances, mais là, vraiment, il faut qu'ils sentent que ça va être plus qu'utile, que ça va être rentable. Voilà. Ah, oui. Les enfants, moi, j'ai le souci avec les parents ou avec les équipes des enfants qu'on me confie, mais par contre, avec les enfants, ils n'en ont rien à foutre que ce soit rentable. Ils viennent pour être bien. Ils vivent le truc, quoi. Voilà, ils vivent le truc. Donc, les adultes, tout de suite, il faut un nombre de séances, un nombre de machins, un nombre de trucs. Et ça se sent dans la séance. Les enfants, ça fait partie du cadre, et puis après, on s'en fout. Les adultes, il y a toujours le petit observateur qui dit « mais là, on a passé 1 heure à discuter et on n'a rien fait. » Bah oui, mais peut-être qu'aujourd'hui, il fallait discuter. Oui. Donc, c'est un peu... Mais peut-être, là, c'est parce que c'est nouveau pour moi aussi, et du coup, c'est moi aussi qui me mets ce genre de pression, hein, clairement. Et d'autant plus en changeant de public. Mais quand même, j'ai un peu... Voilà. C'est un peu ça qui est... Et puis ce petit côté sérieux, il ne faut pas trop que ça déconne. Et après, ça, c'est toute la question de la logique de performance à laquelle on a beaucoup été éduqués. Et le terme résultat, après, on peut avoir des résultats, mais qui ne sont pas forcément amenés de la même manière que ça serait le cas dans d'autres types d'approches, en fait. Et je pense que c'est aussi intéressant. Moi, j'ai du mal à cerner, en fait, comment on peut être en relation à l'animal, être plutôt dans quelque chose de sensible et en même temps vouloir être très, très linéaire et très... mais bon, après, chacun son truc. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, c'est pas toujours évident d'amener les personnes à apprécier le chemin, à se rappeler qu'en fait, c'est le chemin qui compte et ce qu'on a envie, plutôt que quelque chose de très analytique et mental de j'ai réussi ça, j'ai coché telle case, etc. C'est ça. C'est ça. Et bon, et puis effectivement, moi-même, hein, pour mes séances, je sais que j'ai besoin d'un objectif, mais qui n'est pas forcément un objectif à atteindre, c'est juste une destination, et puis au moins, ça nous donne un peu un chemin. Et c'est vrai que là, notamment, l'ado là, que j'accompagne le mercredi, donc que j'ai eu juste avant, là, jusque-là, il ne voulait pas qu'on pose du tout d'objectif, il voulait venir, et donc je lui faisais des propositions avec un joker, que lui vienne avec sa propre proposition. Et du coup, ça faisait un espèce de flou artistique, voilà, qui était compliqué. En plus, c'est un ado un peu ramolli, donc tout était très ramolli. Et là, ça y est, aujourd'hui, il a dit « Ah, finalement, les chevaux, c'est cool. » Et donc, c'est chouette, et puisque ça va générer en moteur, en fait, pour les séances, d'avoir... et c'est rien, on a juste dit c'est les chevaux. Et on n'a pas posé d'objectif, mais en tout cas, on a quand même un fil qui va nous tenir un temps. Et peut-être qu'au bout d'un moment, il en aura marre et que ce sera les chiens ou j'en sais rien, mais... Oui, je pense que c'est un équilibre subtil, souvent, entre l'évolution naturelle des choses qu'on a besoin de pouvoir permettre. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'observe. Et effectivement, peut-être une vision, un cadre particulier. Mais ouais, c'est pas évident, mais c'est des sujets qui sont intéressants aussi. L'humain fonctionne beaucoup comme ça, quoi, avec une grande part de liberté, donc le libre arbitre, le choix, mais aussi l'évolution naturelle. On n'a pas forcément besoin de toujours forcer des choses. Et en même temps, dans la vie, il faut bien choisir une direction pour savoir un petit peu où est-ce qu'on va, quoi, parce qu'effectivement, sinon, on peut aussi s'éparpiller. Et bon, ça, c'est des choses qui sont assez subtiles à maîtriser et bon, qui viennent certainement au fur et à mesure avec l'expérience, quoi. Ouais. Mais c'est intéressant, je trouve, de pouvoir incorporer les personnes qui viennent à toi dans ce processus-là et de leur laisser cette liberté aussi. Tu vois, parfois de pouvoir tester, là, on est dans quelque chose de plus relâché et je vois que j'ai aussi le droit d'être dans cette liberté de vivre, finalement. Pour moi, dans un certain
d'une certaine manière, quand ça, la liberté d'être vécue, ça amène aussi au fait de dire, bah, ok, si on me laisse le vivre, maintenant peut-être que je peux aussi choisir, parce que surtout les ados qui ont tendance à être un peu rebelles. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ce qui s'est passé. Et puis en même temps, c'était très intéressant. Moi, je trouvais très intéressant de voir ce que ça me faisait à moi. De me dire, bon, bah là, c'est hyper flou. Mmh. Tout est très, très flou et je sais pas trop où on va. Et bon, et ben, suivons. Et donc, c'était rigolo. Et voilà. Et c'est ça qui est rigolo. C'est aussi de s'adapter à ces situations où, de toute façon, bon, bah, ça non. Bon, bah, allons-y, on ira bien quelque part, quoi. Mais Oui, tout le processus est apprenant et au final, on retrouve cette même logique de chemin, quoi. On n'est jamais ouais, arrivé quelque part et on est toujours en apprentissage, quoi. c'est ça. Mmh. C'est ça. Super. Je pense que ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. Je ne sais pas exactement combien. Euh, Toi, tu vois peut-être, Oh, je il est regarde. 12h30. Ça fait une D'accord. petite. Donc, on va peut-être clôturer, même si le sujet est passionnant et je pense que ça parlera à beaucoup de gens qui soit sont intéressés par la médiation animale, soit qui aiment les animaux, tout simplement, soit qui ont envie d'être dans toute cette logique de secteur de bien-être, etc. Il y a quand même pas mal de clés qui ont été distribuées. Et je pense qu'on cerne un petit peu mieux ce que peut être cette activité, même si les potentiels et les façons aussi de travailler, les différents types d'animaux aussi avec lesquels Oui, c'est on ça. peut interagir c'est nombreux. Pour terminer, tu veux peut-être nous parler de ce que tu envisages à l'avenir, dans un futur proche, si des personnes qui ont vu cette vidéo sont intéressées par ton travail et ta façon de pratiquer. Alors, en médiation animale, vraiment continuer ce qu'on fait. Bah, si, peut-être, voilà, avancer un peu sur les publics. Moi, j'aimerais bien rentrer peut-être en EHPAD ou et en prison, mais ça, j'ai un peu lâché l'affaire parce que c'est quand même un chemin plus compliqué. Mmh. Et c'est très bouché. Et, bon, j'ai pas l'énergie et j'ai pas trop le temps, en fait, de me poser là-dessus. Mais non, après, moi, là, ce que vraiment j'essaye de développer au sein de l'association, c'est toute la partie reconnexion sensorielle au vivant, donc à travers donc ce qu'on a appelé les week-ends lianes, donc lien animal, nature, être humain sauvage. Voilà, ça c'est vraiment le gros objectif de l'année qui vient, enfin, de lancer ça, parce que pour l'instant, je n'y arrive pas. Et ça me semble essentiel aujourd'hui. Enfin, on a tous, voilà, ce côté médiation animale est vraiment ce qui fait vivre l'asso, mais j'aimerais ouvrir à un public plus large parce que c'est très urgent, il me semble. Mmh. Et puis quoi? Et puis je ne sais plus. Voilà, ça c'est vraiment notre objectif. Ton objectif phare, ouais. Ouais. Oui, parce que du coup, est-ce que ça renvoie, on peut dire, sur ce qui est le plus approchant de ce qui peut être chez toi une motivation profonde à faire être impliqué dans cette association? Comment Euh, tu dirais Bah oui, c'est cette sensibilisation. Alors c'est vrai que la médiation animale, comment on en est arrivé là? Je ne sais pas. Tout un parcours de chemin en fait, qui m'ont fait arriver là. C'était vraiment j'ai suivi des trucs, voilà. Et Mmh. donc la médiation animale et puis c'est ce qui a pris petit à petit et puis petit à petit, bah, moi le lien au vivant de toute façon enfin, ça fait partie de ce que je suis, et de ce que je transpire et puis, je pense que c'est tout le contexte, général et mondial qui me fait avoir envie alors pas de convaincre, juste en fait, je voudrais amener les gens à sentir le truc, quoi, pour qu'ils se sentent concernés. Voilà, c'est très très subtil et je vais sauver rien du tout, mais je pense que si on veut que nos gamins puissent vivre à peu près correctement, il va falloir qu'il y ait une prise de conscience. Mais c'est pas de conscience là. Pour moi, ça marche pas par la tête, quoi. Mmh. C'est vraiment à travers le corps et donc que chacun, on se rende compte qu'on fait partie de ce truc-là et qu'on arrête d'opposer l'humain et le reste du vivant et que l'humain écrabouille tout et que ça peut pas marcher comme ça. Et donc voilà, donc effectivement, alors toi tu penses que le végétal, c'est ta porte d'entrée, moi c'est l'animal. Donc c'est vrai qu'on commence avec les animaux du domestique et puis petit à petit on s'en éloigne pour aller vers un peu plus de sauvage. Donc on a la chance d'avoir des granges en montagne, donc voilà, on a des lieux où on peut amener les gens au contact de ça. Mmh. Euh,
Dans une forme finalement, parce que j'ai l'impression que ce stage LIAN, en tout cas ce que tu mets en place, on est sur une approche un peu écosystémique du vivant, et donc en repensant finalement la place de l'homme à l'intérieur de tout ça, de passer d'une version égo à éco, parce qu'on voit souvent, j'aime bien cette image en fait, où on voit un homme au centre de tout, différents types de règnes, et là, on est sur une vision éco, enfin, bien que le centre ne soit pas forcément la meilleure position, mais en tout cas, on est sur une vision plutôt écologique que pyramidale, avec l'homme au-dessus du reste. Et c'est vrai que la dimension sensible et sensorielle, comme tu le partageais, est certainement la meilleure façon de nous relier, en fait, puisque là, au final, c'est une question de lien. Et donc, forcément, quand on est en lien et qu'on ressent, on va développer de l'empathie. Et si on a de l'empathie, on va aller vers des actions concrètes de préservation et de simplement être touché. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer à partir de là, et je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, parce que on est, bon, c'est pas la même paroisse, le végétal, l'animal, etc. Mais bon, voilà, il y a l'union au milieu, c'est la nature en général, dont nous faisons partie et dont nous sommes une forme d'expression. Et effectivement, je pense que vu ce qu'on traverse en ce moment, c'est peut-être un peu intéressant de, sans forcer personne, amener à s'ouvrir à une autre forme de conscience par rapport à tout ça et d'expérience aussi. C'est ça. Après, tu vois, même nous, on oppose animal et végétal. Enfin, on oppose pas. Vu toutes les formations que j'ai faites en communication intuitive, non, jamais. Mais c'est plus notre porte d'entrée, notre facilité à entrer en contact avec. Mais oui, c'est une affinité. Le reste, moi, voilà, d'ailleurs, donc on a planté une forêt comestible sur une parcelle, là. On a démarré. Et voilà, et c'est là que c'est un peu compliqué de gérer les boucs et les moutons. Ouais. Et de faire survivre tout le monde. Mais j'aborde ces individus-là de la même façon que des animaux, en fait, enfin, auprès des gens. Parce que, et vraiment. Donc. Après, je pense qu'on a une affinité particulière. Donc, soit on choisit effectivement un règne en particulier qui nous appelle. Il y a d'autres personnes, ça peut être, elles sont passionnées de mycologie, donc ce sera les champignons, etc. Et puis après, on peut avoir une vision un petit peu plus globale. Après, voilà, on pourrait amener d'autres choses sur avec quoi en particulier est en relation le végétal, avec quoi en particulier est en relation l'animal, si on fait des transpositions au niveau humain, en tout cas de ce que ça peut nous apporter. Mais je pense que voilà, c'est des démarches qui sont intéressantes à développer. Et voilà, chaque démarche a sa place, quoi. Après, c'est important si ça appelle les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo et qu'elles ont un appel intérieur à développer ces types d'activités, d'oser déjà se rendre compte que c'est possible. On ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est possible. Et voilà, c'est un beau chemin, et puis ça peut aider beaucoup de gens, et ça peut contribuer aussi à un niveau plus large, ce qui peut peut-être nous aider en termes de survie, parce qu'au final, c'est surtout aussi pour pouvoir survivre nous. Il y a une dimension de respect, mais il faut... L'être humain a tendance à attendre que ce soit la fin du schmilblick ou qu'on soit face à un mur pour pouvoir avancer. Voilà. Ça, c'est intéressant, en fait, d'avoir aussi cette approche dans ce partage, de se dire, OK, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça, si ça m'appelle de faire quelque chose, quoi. Oser franchir le pas, parce que bon, je pense qu'il y a dans les années 70, des personnes allaient déjà dire c'est maintenant, mais c'est maintenant, en fait. Donc, c'est ça. Ouais, mais le maintenant se rapproche quand même. Ouais, c'est pour ça, je disais, c'est toujours maintenant, en fait. C'est ça. Donc voilà. Bon, écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je réfléchis à ce que je voulais te demander. Qu'est-ce que toi, tu voudrais dire aux personnes, du coup, qui seraient intéressées par la médiation ou qui souhaiteraient en faire leur domaine d'activité, ou peut-être un mot de la fin que tu voudrais partager? Qu'est-ce que je voudrais dire Non, mais d'être à l'écoute. D'être à l'écoute. Après, voilà, après, si vraiment pour un chemin, on fera passer les formations, peut-être, je ne sais pas trop comment. Ouais. Je mettrai des liens sous la vidéo. Et puis, non, et puis voilà, rester à l'écoute, quoi. D'être à l'écoute. C'est un peu le principal dans la relation sensible aux choses, c'est l'écoute. C'est ça. Vis-à-vis de soi, c'est aussi une qualité qu'on a besoin de développer. Oui. Ouais. Comment on fait pour te retrouver sur les réseaux, par exemple? Alors, on a une page Facebook, Association Padawan. On a un site dont je ne connais pas le nom non plus. C'est sur Jimdo. Je crois que c'est on mettra les liens. Ouais, voilà, ce sera plus simple. Ok. Et voilà.
Très bien. Et je crois aussi que vous êtes en passe de chercher à développer de l'emploi, ce que tu as Oui, expliqué en début de vidéo. Est-ce que tu peux nous dire 3 mots là-dessus? Et puis, je mettrai aussi le lien si vous souhaitez soutenir l'association Padawan et donc les activités d'Eléa. Vous aurez un lien sous la vidéo pour faire un don. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi envoyer un message éventuellement. Je ne sais pas si vous avez des retours sur la vidéo. Ah bah oui, complètement. Et oui, donc là pour l'instant tout le monde est bénévole, donc moi aussi. Alors c'est un choix éthique, personnel, tout ça. Néanmoins, donc je suis toute seule donc à gérer les soins aux animaux, la création d'activités, les animations d'activités, mes formations parce que n'empêche, voilà, ça prend du temps aussi. Et et là, donc, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui se forme en médiation animale, qui est pas une éducatrice canine, mais en tout cas qui se forme en médiation animale là et qui se bat pour qu'on arrive à l'embaucher. Donc, sachant qu'on n'arrive pour l'instant pas à payer nos charges. Donc toute aide est bienvenue. Jusque-là, l'asso tenait parce qu'on avait un petit pécule personnel de côté que l'asso a englouti. Donc voilà, donc effectivement, mais c'est très nécessaire si on veut pouvoir poursuivre. Et puis de toute façon, ce côté associatif est pour moi très très important parce que c'est du lien. Je me suis questionnée parce que c'est quand même lourd à gérer une association en matière de liens et de gens et de bureaux, etc. Mm. Et donc, je me suis souvent questionnée de me demander ce que ça m'apportait, mais c'est essentiel pour moi de rester sur ce statut-là. Et parce que j'ai besoin de pouvoir laisser, que des gens viennent mettre leur petit truc. Et bon, alors, ça, après, on est sensible à ça ou pas, mais pour moi, le lieu et les animaux le demandent aussi énormément. En tout cas, le lieu a besoin de ça et de s'enrichir de gens qui vont venir développer le végétal. Voilà, ça serait bien. Mais pas que, de proposer d'autres choses et avec une autre vision du truc. Et voilà. Donc effectivement, il y a quelqu'un qui pourrait être intéressé, qui se bat pour trouver comment financer cet emploi. Donc, on peut vous aider, en tout cas, on peut contribuer à essayer de créer de l'emploi. Du coup, tu acceptes aussi les stagiaires, les personnes qui seront en formation? Tout à fait. Okay. Complètement. Et on prend des woofers, donc on a un peu de quoi loger aussi, si jamais. Et puis, si jamais vous voulez venir découvrir tout ça, n'hésitez pas. Bon, et bien, parfait, je pense qu'on a tout dit. Merci beaucoup pour cet échange aujourd'hui, Eléa. Cette vidéo donc sera présente en accès libre sur YouTube, donc si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à liker, le partager, vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines aventures humaines, qui est donc le nom de ces interviews. N'hésitez pas donc à contacter Eléa si vous vous êtes senti appelé. Et voilà, en vous souhaitant à tous une très bonne journée. Et puis encore merci Eléa, et puis à bientôt. Merci beaucoup.